Bonjour et bienvenue à la revue d'Eliott de ce 13 avril 2020. Aujourd'hui, nous allons parler de l'or. L'or qui figure parmi les 5 grands vecteurs qui influencent les marchés financiers, au même titre que le pétrole, les actions, les taux de change et d'intérêt, et bien entendu le reste des matières premières. Alors vous avez souvent entendu parler de l'or comme étant une valeur refuge. Qu'est-ce qu'une valeur refuge? Une valeur refuge est typiquement le type d'actif qu'un investisseur souhaitera avoir en portefeuille en temps de crise telle que celle que nous passons et traversons pour l'instant. Et pourquoi? Mais de fait, les valeurs refuges sont assez typiques puisqu'elles sont moins influençables ou moins dépendantes de la conjoncture globale. Aussi, ces actifs défensifs, comme on dit, offriront à l'investisseur une visibilité accrue dans le temps. On peut imaginer des sociétés actives dans l'agroalimentaire ou dans les soins de santé. Car en effet, quelle que soit la conjoncture, vous devrez toujours vous sustenter ou vous soigner, voire payer votre maison de retraite. Mais en valeur refuge, il n'y a pas que certains types d'actions, il y a aussi d'autres actifs tels que le pétrole, le dollar et bien entendu l'or. Et en effet, quoi de plus rassurant durant cette période que de s'endormir avec deux lingots au coffre plutôt que d'être l'heureux propriétaire d'Action Air France KLM ou simplement encore du grand groupe hôtelier français Accor. Et au vu de la conjoncture de ces dernières semaines, tout simplement de pétrole. J'ai mis à l'écran un graphique qui illustre l'évolution du prix du baril ainsi que celui de l'once d'or au cours des 20 dernières années. Et vous voyez que l'or passe d'à peu près en 2010 1100 dollars l'once pour arriver en 2020, 10 ans plus tard, à 1700 dollars l'once. Une croissance donc au-delà de 50%. Les mêmes chiffres, mais dans le sens inverse en ce qui concerne le baril, puisqu'en 2010 nous étions à peu près à 85 dollars le baril, pour monter à plus de 110 et finalement arriver ces derniers jours à 32 dollars le baril. Une descente aux enfers jusqu'à peu près 20 dollars ces dernières semaines. Mais en ce qui me concerne, parler de l'or en tant que valeur refuge euh, est tout à fait indéniable et indiscutable. Néanmoins, je voudrais souligner ceci. Si vous passez une période de crise telle que maintenant, que votre job est potentiellement en géotardie, que votre bonus, si votre job est sécurisé, votre bonus sans doute verra l'impact de la crise, ou simplement que vous voyez vos investissements fondre comme neige au soleil, serait-ce vraiment le moment opportun pour offrir à votre dulciné un bijou? Et si je dis cela, c'est pour illustrer le graphe suivant à l'écran, qui est l'usage de l'or à travers le monde. Donc vous voyez ici par trimestre entre 2016 et 2019, si les montants sont légèrement différents, les ratios sont assez similaires. Donc prenons les dernières données en date, qui est le dernier trimestre 2019, où vous voyez que sur une demande d'à peu près 1100 tonnes d'or, plus de la moitié, 584 tonnes, était destinée à la bijouterie. Le deuxième poste le plus important dans l'utilisation de l'or sont les investissements, notamment via les fonds de pension. Et il y a en troisième poste, non négligeable, les États et les banques centrales pour constituer leurs réserves. Et finalement, l'or utilisé dans l'industrie au même titre que l'argent. Aussi, l'or est un sujet qui est assez peu abordé dans les médias au jour le jour. Il faudra que le métal jaune subisse une ascension fulgurante ou une chute vertigineuse pour se voir accorder quelques minutes lors de votre journal télévisé favori du soir. Or, ce sujet est à l'agenda journalier de tous les États du monde, qu'ils soient producteurs ou consommateurs-acheteurs. Vous voyez à l'écran, ici à titre indicatif, qui sont les pays producteurs d'or dans le monde. Ceci est une photo à 2018. Inutile de vous dire que il y a un siècle, la photo était fort différente, mais concentrons-nous sur l'actualité.
Nous avons donc la Chine qui est le premier producteur mondial avec à peu près 350 tonnes d'or par an. Il faut savoir qu'il y a à peu près 3000 tonnes d'or produites par an, mais nous le verrons dans un graphique suivant. Donc, deuxième vient les Australiens et ensuite la Russie et les États-Unis. Je voudrais maintenant vous parler de l'or point de vue réserve. Et d'abord vous montrer ici les réserves mondiales d'or. Alors, les réserves mondiales d'or sont partagées par quelques grandes nations, à commencer par les États-Unis. Et si aujourd'hui ils sont toujours les plus gros détenteurs d'or au monde, il faut savoir qu'ils ont largement réduit leurs réserves d'or, vous le verrez dans le graphique suivant. Aujourd'hui, ils culminent à 8000 tonnes d'or dans leur coffre, suivis par, vous le voyez, quelques pays européens, l'Allemagne, l'Italie et la France, et par un autre grand producteur, en tant que aussi aficionado d'or dans ses réserves, qu'est la Russie et bien entendu la Chine. Vous voyez à l'écran maintenant l'évolution des réserves d'or des États-Unis à travers, eh bien, on peut dire, quasi des siècles. Et vous voyez que si aujourd'hui c'est l'État qui a le plus d'or en réserve avec ses 8000 tonnes, on vient de 20 000 tonnes d'or et c'est dans les années entre 50 et 80 que les États-Unis ont diminué presque de 2 tiers leurs réserves en or. Pendant ce temps-là, on voit la Russie et la Chine qui, elles, dans un trend tout à fait opposé, augmentent leurs réserves en or pour passer d'à peu près 400 tonnes fin des années 90-90 pour passer à peu près respectivement à un peu moins de 2000 tonnes par pays en 2018. Ceci étant dit, il s'agit de relativiser l'importance de l'or sur les marchés financiers et pour ce, j'ai trouvé deux illustrations. La première que vous voyez à l'écran est par rapport aux réserves chinoises. Les réserves chinoises équivalent à peu près 3500 milliards de dollars. Si je valorise leurs réserves aurifères, j'arrive à 100 milliards de dollars, soit 3% de leurs réserves globales. Je trouve que c'est assez intéressant pour relativiser l'importance, puisque 3% c'est assez négligeable. Néanmoins, nous parlons quand même de la République de Chine. Mais il y a une deuxième manière d'illustrer l'importance de l'or, qui est de valoriser les réserves mondiales d'or, soit 35 000 tonnes. 35 000 tonnes à 50 000 euros le kilo, ça nous donne 1400 milliards de dollars. 1400 milliards de dollars, pour vous donner une idée, c'est la valorisation boursière des 40 plus grosses sociétés françaises représentées dans l'indice CAC 40. Mais c'est aussi la somme de deux sociétés, de la somme de deux capitalisations boursières de deux sociétés iconiques que sont Apple et Microsoft. Mais qu'en est-il au cours des siècles de la demande et de la production d'or? Eh bien, comme vous le voyez à l'écran, ces 120 dernières années, la production d'or est passée de 400 tonnes par an à 3300 tonnes par an, soit 725% de croissance, soit 6% de croissance annuelle. Y a-t-il une seule société listée en bourse aujourd'hui qui puisse se targuer d'avoir une croissance de 6% par an? Comme toute matière première, l'or a cette particularité d'avoir sa matière première cotée en bourse, mais aussi les sociétés qui y sont attachées. On parle donc de sociétés aurifères. Et je peux nommer notamment Barrick Gold, un des principaux acteurs dans le marché aurifère. Mais on ne peut pas oublier Newmont Gold Corporation, qui est la plus grosse société aurifère au monde, créée en avril 2019 suite à la fusion entre Newmont Mining et Gold Corp. Bien sûr, vous pouvez suivre ces sociétés individuellement en bourse, mais pour l'objet de cette revue, je propose de se concentrer sur l'indice XAU qui regroupe
les plus grosses sociétés aurifères au monde, l'indice XAU de la bourse de Philadelphie. Et comme vous le voyez à l'écran, l'indice n'a pas vraiment évolué dans le même sens que sa matière première. Vous voyez que en 2010, l'indice valait à peu près 200 points. Aujourd'hui, il est à moins de 100 points, donc une perte de 50%. Si vous vous rappelez, sur la même période, l'or passait de 800 euros l'once à 1600 euros l'once. Donc l'un fait moins 50%, l'autre fait plus 100%, 100%. Et comment expliquer justement cette déconnexion entre la matière première et les sociétés qui l'exploitent? Eh bien, c'est simplement les facteurs qui impactent le monde économique et auxquels sont sous-jacents, donc les facteurs sous-jacents qui impactent ces sociétés aurifères et qui n'impactent pas la valeur de l'or en soi. Et ces facteurs sont illustrés notamment par les coûts de production. Vous voyez que les coûts de production sont à 50% quasi des coûts de main-d'œuvre. Et la main-d'œuvre récemment, ces 10 dernières années, avec la croissance économique, a pas mal augmenté. Mais il y a aussi en troisième position l'énergie. Et l'énergie, c'est notamment le pétrole. Et on a vu que le pétrole, ces dernières années, je fais référence à notre revue précédente, était à une moyenne d'à peu près 100 $. Donc ceci joue évidemment contre la productivité des sociétés aurifères, mais il n'y a pas que cela. Il y a aussi des lois qui veillent à l'écologie, qui ont engrangé des frais supplémentaires, et il ne faut pas oublier les coûts exorbitants et croissants pour trouver de nouvelles exploitations, de nouvelles mines. Tout ceci joue contre l'indice qui a perdu donc 50% en une dizaine d'années. Et je ne voudrais pas terminer cette revue sans vous parler de la scrap value. Alors la scrap value, c'est un concept important à connaître sur l'or et je vais vous l'expliquer de manière très simple. Vous videz le grenier de votre grand-mère et vous retrouvez un bracelet en argent. Eh bien, il y a de fortes chances qu'il se retrouve sur la prochaine brocante à 5 ou 6 euros. De fait, si vous retrouvez un bracelet en or 24 carats, il y a peu de chances qu'il se retrouve à la brocante. Et ben, c'est ça le concept de la scrap value. C'est-à-dire que l'or est recyclé aussi bien d'un point de vue bijouterie que d'un point de vue industriel, ce qui est nettement moins le cas, même si cela arrive, pour l'argent. Donc voilà, c'est ça la notion de scrap value qui est à prendre en compte quand on parle de l'or dans les marchés financiers. Je vous retrouve pour la conclusion et la recommandation. Alors comment conclure sur ce sujet emblématique qu'est l'or? Eh bien, si je le regarde en parallèle à nos grands vecteurs, rapidement, on a une valeur qui est le pétrole qui s'est avéré extrêmement volatile récemment, puisque passant de 80 à 30 $. Aussi une évolution dont on a parlé dans la revue précédente, où personnellement j'anticipe le pétrole à 50 $ d'ici 6 à 24 mois. Mais tout ceci dépendra bien entendu non seulement de la reprise, mais aussi de la diminution de production du nombre de barils. Il y a les taux, pour faire simple, que votre argent soit à la banque sur un compte épargne ou placé en obligation d'État ou même de société, il y a de fortes chances qu'il ne vous rapporte pas grand-chose. Il y a les actions. Alors les actions, c'est extrêmement diversifié, il faudrait les voir par secteur, ce qui sera l'objet de revues à venir d'Elliott. Mais donc, je souhaiterais me consacrer sur les actions aurifères. Et en effet, car si aujourd'hui je ne préconise pas la vente de votre or physique, je n'en préconise pas moins son accroissement. Il en est tout l'inverse pour les valeurs aurifères, c'est-à-dire l'or papier. Et ce pourquoi? Pour une raison simple qui est la productivité. Alors aujourd'hui, nous avons vu que 50% des coûts de production d'or, ce sont les salaires. Or, si nous rentrons dans une période de récession, il y a de fortes chances que les salaires ne croissent plus. Aussi, on a vu que 15% étaient dédiés à l'énergie nécessaire à l'extraction de l'or. Or, on a vu que l'énergie principale étant le pétrole, celui-ci a baissé de 70%, 70% ces dernières semaines, ce qui est donc tout bénéfice pour la productivité et les marges des valeurs aurifères.
Ceci mis en parallèle avec un or physique qui restera sans doute au même prix, voire pourra croître jusqu'à 2000-2500 dollars si la crise et si les continents s'enfoncent dans une crise sanitaire, c'est tout bénéfice pour ces sociétés. On pourrait donc imaginer revoir l'indice XAU bondir à 200 points. Je vous rappelle, enfin je ne vous rappelle pas puisque vous ne le saviez pas, mais qu'en un mois l'indice est passé de 70, 70 points à 90, 90 points, soit une croissance d'à peu près 40% en un mois. Et il est pour autant même pas encore revenu à son niveau de 1985. Donc un fort potentiel dans l'or papier selon moi. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à la prochaine. Nous parlerons des taux. À très bientôt. Au revoir.